Amazon, c'est 150 millions de clients qu'on va dire entre guillemets fidèles, puisqu'ils ont payé une cotisation, un genre de cotisation annuelle pour être membre du programme Prime. Et Amazon, ben, c'est l'activité logistique dont je viens d'évoquer déjà, qui maintenant dépasse les 500 entrepôts. Vous voyez, 16 millions de mètres carrés, 1 million de salariés qui travaillent maintenant pour Amazon et aussi 1 million de 100, et maintenant 120 000 robots qui travaillent entre guillemets aussi pour Amazon. C'est de loin la place de marché la plus populaire au Luxembourg. Elle est entre 70 et 80% de part de marché selon les calculs. Alors, voilà un exemple d'un e-commerçant qui est une société belgo-française, Chacon, qui vend de la domotique, des produits pour des programmateurs électroniques, par exemple, et qui a une boutique sur Amazon. Donc, on peut avoir un store sur Amazon, comme voilà, en voilà un exemple. Alors, Amazon, c'est un nom, Cdiscount, en tout cas sur le marché français, est très très important, mais Cdiscount est présent aussi, vous voyez, dans 69 autres pays. C'est 12 000 marchands qui sont présents sur la marketplace Cdiscount. C'est toute une équipe, évidemment, aussi qui développe des services pour accompagner les vendeurs à réussir leur présence sur cette marketplace. Alors, je parlais d'Amazon comme étant un leader, mais je précisais que c'est un leader dans le monde occidental. Mais si on prend l'ensemble du marché mondial de l'e-commerce, on voit qu'Amazon n'est pas premier. Il est battu maintenant largement. Quand je dis largement, c'est 2 fois plus par le groupe Alibaba, qui à lui seul fait 25% du marché des marketplaces au niveau mondial. Et si on rajoute JD.com, ben, vous voyez qu'on est à ce que le marché chinois soit évidemment un marché très très important au niveau des marketplaces. Et presque un passage obligé pour développer ces ventes en Chine. Difficile de réussir dans la vente en ligne sans passer par des marketplaces sur le marché chinois. Alors, on parle d'Alibaba, souvent en oubliant de préciser que c'est le groupe Alibaba, parce que dans le groupe Alibaba, il y a toute une série d'ailleurs de marketplaces différentes, et celle qui va potentiellement le plus vous intéresser si vous voulez vendre vers la Chine, c'est Tmall Global qui propose donc une offre adaptée pour les e-commerçants, notamment européens, qui veulent vendre en Chine, une offre qui propose, y compris une solution logistique, et qui facilite la présence de marques en Chine. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout évident d'y être présent. Il faut déjà être capable d'avoir un certain volume, et je pense qu'un bon conseil est de passer par un intermédiaire local qui va vous aider, ne fût-ce qu'au niveau marketing, à vous faire connaître. Il ne faut pas du tout penser que le Chinois va consulter un site web pour acheter. Ce n'est pas du tout dans le processus habituel d'achat. Le processus habituel d'achat, il est sur smartphone, et il est surtout par recommandation, par le live shopping notamment, des influenceurs qui vont faire une démonstration live des produits et qui vont inciter des consommateurs à acheter. Donc c'est un secteur tout à fait particulier, mais très intéressant comme opportunité évidemment de croissance vu le poids des marketplaces sur ce marché-là. Alors, je vous parlais de marketplace spécialisée. En voilà une qui est spécialisée en B2B vers les professionnels de la santé. Donc, il y a possibilité de vendre des produits vers les médecins, vers les professions médicales via ce genre de marketplace. Montrer la grande diversité des places de marché. On peut être sur une marketplace en étant un tout petit vendeur, comme on peut être un grand vendeur, et on peut, Gabriele le détaillera tout à l'heure, avoir des stratégies mixtes où on a son propre site web et on vend aussi sur une place de marché. Donc, j'ai pris ici l'exemple d'un fabricant de mobilier design, enfin pas un fabricant, un revendeur de mobilier design, Alter Ego Design, qui a son propre site d'e-commerce. Et pour augmenter son volume de vente, il est aussi présent sur eBay. Et d'ailleurs, eBay
a lancé son activité en ligne. C'est à partir d'eBay qu'il s'est rendu compte que le marché existait et qu'après, il a investi dans son propre site d'e-commerce. Et les deux canaux se combinent très bien. Il n'imaginerait pas fermer la présence sur une marketplace. Alors, des marketplaces internationales, on en a parlé pas mal, et il y a aussi des marketplaces nationales et parfois même tout à fait locales au niveau d'une localité. Alors, j'ai pris Letshop, hein, que certains d'entre vous doivent connaissent. Hein. C'est une place de marché, alors un peu particulière, puisque c'est une place de marché publique, lancée par les pouvoirs publics avec des fonds, notamment du ministère de l'économie, avec une implication de la Chambre de commerce. Et le but, c'est de faciliter la présence des commerçants luxembourgeois sur le web et de les aider donc à toucher des clients luxembourgeois en rencontrant donc l'offre, en mettant cette marketplace pour faciliter cette rencontre entre l'offre et la demande. Donc, par parenthèse, hein, il y a un petit fee d'abonnement pour y être qui est très léger, hein, c'est seulement 500 € par an qui est demandé. Et vu la situation économique actuelle, ce droit d'inscription, ce montant annuel n'est pas demandé pour l'instant. Donc, il est possible donc, d'être présent gratuitement sur cette marketplace, en tenant compte que la clientèle ici est liée aux luxembourgeois. Alors, vous voyez d'autres marketplaces, hein, pour de bon, une marketplace qui a eu un grand succès en 2020 en France pour faciliter l'achat de produits, notamment des produits frais, entre les consommateurs français et des producteurs ou des revendeurs. Hein. Et vous voyez à gauche une initiative privée au Luxembourg aussi qui peut aider des entreprises à vendre à des clients luxembourgeois. Alors, on va un petit peu faire le point sur les avantages, mais aussi les inconvénients d'être sur des places de marché. Un grand avantage, ben c'est l'audience. C'est avoir un très grand nombre de clients potentiels sur ces marketplaces. C'est un petit peu comme si on était en présence physique et qu'on déployait sa petite échoppe en plein milieu de la place d'Armes au centre de Luxembourg. Le samedi après-midi, où il y a, en temps normal en tout cas, beaucoup de badauds. Et on est sûr, en s'installant dans un lieu aussi fréquenté, que même si on a un produit de qualité moyenne, si on fait un tant soit peu si on fait un petit sourire, si on est un petit peu accueillant, ben on fera des ventes. Et on fera même beaucoup de ventes. Ben c'est un petit peu le même esprit. Sur une marketplace, on y est parce qu'on sait qu'on aura beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ben, c'est conséquent. Si je vais prendre les trois principaux acteurs, Amazon, Cdiscount et eBay, sur le marché belge, luxembourgeois et français cumulé, c'est 30 millions de consommateurs qui sont présents chaque mois. Si on compare ça avec les Champs-Élysées, à ma connaissance, on est à 2 millions de chalands en temps normal qui descendent ou parcourent en tout cas les Champs-Élysées, donc, qui est pourtant une des plus grandes artères commerciales. Il y en a une autre à Paris qui, je pense, dépasse légèrement les Champs-Élysées. Mais c'est pour vous montrer à quel point, en étant présent sur une marketplace, on bat l'audience que l'on peut avoir sur un emplacement physique. Donc, c'est déjà un grand atout. Amazon déclare qu'il vend 100 produits par minute par des entreprises françaises, hein, sur Amazon.fr. Hein. Donc, vous voyez le volume qui est généré. C'est un lieu, en plus, où, en tout cas pour beaucoup de marketplaces, c'est assez facile de vendre à l'international. Donc, vendre, je vais prendre l'exemple qui est peut-être le plus difficile pour l'instant, vendre au Royaume-Uni, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire via une marketplace que de s'aventurer soi-même à vendre au Royaume-Uni. La plupart des marketplaces apportent des facilités pour être présents, des outils de traduction automatique, le service après-vente qui est facilité de cette manière-là avec des outils adaptés. Donc, être présent à l'international est facilité en général via une marketplace. Et certaines marketplaces sont très consultées aussi comme outil de recherche.
Et Amazon, c'est pas encore très connu, mais est devenu en fait le premier moteur de recherche en matière d'e-commerce sur le marché francophone. Il bat Google. Donc certains disent ah Google c'est le premier, hein, il est premier dans beaucoup de domaines, mais il a été maintenant dépassé par Amazon quand un consommateur cherche à acheter un produit. Et c'est justement la situation sur laquelle on veut se positionner. Donc on va s'intéresser au marketplace aussi pour être trouvé par des consommateurs qui font une recherche dans ce genre de moteur. Là, ce sont des chiffres tout récents hein, d'un institut de recherche d'enquête en France, hein, l'IFOP, qui, vous voyez, met Amazon en première place comme moteur de recherche pour trouver de l'inspiration pour des achats. Les marketplaces ont enregistré une progression considérable l'année dernière, puisque vous voyez qu'on a presque 50% de croissance sur le marché français. Deuxième avantage, c'est un système de vente très fiable. En tant que vendeur, si on se décide d'être sur le marketplace, techniquement, c'est très vite opérationnel. Il n'y a pas besoin d'avoir de frais d'investissement, pas besoin de passer par une agence web. Le système qui est proposé par la plupart des marketplaces est très, très performant. Pas besoin de se préoccuper de bugs informatiques. Pas besoin de se préoccuper de l'encaissement en ligne, de la sécurité. Tous ces éléments-là, c'est géré par la marketplace. Donc, on est un petit peu les mains dans les poches en tant que vendeur en étant sur les marketplaces. En tout cas, d'un point de vue technique, on a toute une série de facilités qui est proposée par la marketplace qui va faciliter notre vie. Et en plus, il y a une partie aussi du service après-vente qui va être facilitée par la marketplace. La partie facturation, la partie chat, partie de gestion des relations avec la clientèle. Pour certaines marketplaces, il y a la partie logistique. Certaines vont assurer le stockage, vont assurer l'expédition, vont assurer les retours. Ce qui va faire qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de ressources humaines pour gérer tout cela. Donc, a priori, très, très intéressant. Alors ça, c'était vraiment les trois grands avantages, hein, la grande audience, la facilité technique à être présent, la rapidité d'y être, et puis la facilité de gérer le service après-vente. Mais comme toujours, il y a aussi le revers de la médaille. Revers de la médaille, qui dit service, dit coût, et faire appel à un tel intermédiaire, c'est logique qu'ils perçoivent des commissions. Alors, ces commissions-là, elles sont absolument, elles peuvent être, elles sont communiquées, hein, mais beaucoup ne savent pas la hauteur. Hein, elles sont de l'ordre de 15%. Et la plupart des marketplaces sont dans cette gamme-là. Il y a très peu de marketplaces qui se fassent distinguer par des tarifications fondamentalement différentes. Donc, dites-vous que vous allez devoir laisser entre 1/8 et 1/6 de votre pas de bénéfice de votre chiffre d'affaires, puisque c'est une commission sur le chiffre d'affaires. Ça peut descendre à 12%, parfois encore un tout petit peu moins, mais c'est en général ce que vous allez devoir laisser à l'intermédiaire. Et vous allez laisser cette commission-là juste pour la mise en relation, parce que si vous lui demandez d'autres services, comme la logistique, évidemment, ce seront des frais supplémentaires. Et il faut se dire qu'en plus, sur les marketplaces, il y a en général un taux de retour plus important, donc ça va peut-être avoir une influence négative sur votre marge bénéficiaire. Ça, c'est évidemment un argument, un désavantage bien compréhensible, bien financier, mais il y a d'autres désavantages peut-être un peu plus qu'on ne perçoit pas tout à fait directement et qui sont néanmoins très importants. Je vais peut-être dire le deuxième inconvénient, c'est la difficulté de se différencier. On est en fait un numéro sur les marketplaces. Et la plupart des marketplaces, je vais presque même dire toutes, ne vont faire aucun effort pour mettre en valeur le vendeur. Le but pour la marketplace, c'est que les gens reviennent sur la marketplace, pas chez le vendeur, évidemment. Et donc, aucun intérêt pour eux de nous mettre en évidence, nous vendeurs. Il y aura rarement des possibilités de se démarquer, de créer vraiment une ambiance de marque. Ça sera très limité. Et ça va être évidemment un inconvénient assez important quand on veut se différencier de la concurrence avec cette étiquette de marque, cette image que l'on veut donner.
En fait, sur le marketplace, souvent, la concurrence va se limiter à deux éléments. Le prix, évidemment. Parfois, ça va être très frontal, la concurrence au niveau du prix. Certaines marketplaces comme Amazon vont mettre une fiche produit et vont mettre l'un côté de l'autre différents prix pratiqués par différents vendeurs sur la marketplace. Donc, on sera quasiment sur un comparatif en direct entre nous et nos concurrents. Et on sera mis en concurrence au niveau du prix, mais sur la plupart des marketplaces, on sera aussi mis en concurrence sur notre réputation, les fameuses étoiles. Et donc, l'acheteur verra tout de suite, il y a ce produit-là à 80 € qui est proposé par un vendeur avec 3 étoiles, et puis il y a le même produit à 85 € avec le vendeur à 4 étoiles. C'est là où il y a peut-être moyen de se différencier, de jouer la carte d'une meilleure réputation, et donc d'espérer que le consommateur est un peu méfiant, prenne un vendeur qui a une meilleure réputation, quitte à payer quelques euros de plus. Mais clairement, la compétition, elle est sans frontières sur le marketplace, puisque c'est un avantage évidemment de vendre à l'étranger, mais ça veut dire aussi que c'est un inconvénient, puisque on va avoir des vendeurs étrangers qui vont être sur nos plates-bandes. Sans limite, on peut très bien avoir des vendeurs asiatiques qui sont présents, et ils sont même très nombreux sur la plupart des marketplaces. On risque d'avoir de la concurrence loyale, mais aussi de la concurrence déloyale, avec des contrefaçons. Et donc, on va devoir se battre parfois contre des contrefacteurs à l'autre bout du monde qui imitent nos produits. Ce n'est pas du tout théorique, cela. Voilà une enquête qui a été faite l'année dernière et qui montre que sur Amazon France, la moitié des références là, qui ont été prises dans cet échantillon-là sont vendues par des Chinois. Et vous voyez que les produits vendus par des Français sont proportionnellement beaucoup moins importants que les produits vendus par des Chinois. Et qu'évidemment, sur Amazon, peut-être le principal concurrent entre guillemets, c'est Amazon, qui va lui-même parfois vendre les produits sur lesquels on s'est positionné. Donc, vous voyez l'importance, évidemment, de cette compétition internationale. Ça m'amène à venir vers le troisième grand désavantage, à mon avis, c'est que la relation contractuelle est assez déséquilibrée entre nous, vendeurs, et la marketplace. Alors, Renaud, tout à l'heure, va détailler beaucoup plus cela. Je vais vous dire globalement, en tout cas, qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit que pour la marketplace, le client est roi. Ce n'est pas le vendeur qui est roi, c'est le client. Et donc, on va tout faire pour que le client soit satisfait et revienne. Quitte parfois à se froisser avec le vendeur et parfois régler les litiges à l'avantage du client pour lui faire plaisir, évidemment, au détriment du vendeur. Et les clauses contractuelles ne sont pas toujours très équilibrées, ça c'est presque un euphémisme, il y a même parfois des clauses de price parity, c'est-à-dire que la marketplace va nous interdire de vendre moins cher ailleurs que sur sa plateforme. Le risque est tout à fait bien réel d'être exclu de la marketplace pour des raisons contractuelles. On est dans un endroit privé, donc la marketplace peut rompre le contrat si, dans les conditions qui ont été acceptées lors de la signature du contrat à l'origine. Il n'y a en général pas d'exclusivité. Donc la marketplace se réserve la possibilité de vendre le même type de produit par d'autres, mais parfois aussi de vendre elle-même le produit. Et il n'y a pas de réciproque. Donc parfois, elle nous demande de garantir que le produit n'est vendu que chez elle. Donc, tout ça sont des éléments d'attention, des points d'attention quand on va examiner le contrat qui nous est proposé par la marketplace. Et un autre élément qui est très important d'un point de vue pratique, c'est que presque toutes les marketplaces nous fournissent aucune information détaillée pour le client. D'un point de vue technique, on ne reçoit déjà pas l'information, on n'a pas le numéro de téléphone, on n'a pas l'email, mais aussi d'un point de vue contractuel, le contrat nous interdit de reprendre contact avec les clients, nous interdit parfois même de mettre un simple folder dans le colis. Donc tout ça est réglé d'un point de vue contractuel, ce qui a pour conséquence qu'évidemment,
ben, on ne va pas pouvoir fidéliser la clientèle en étant présent sur le marketplace. On va vendre un peu aveuglement, un petit peu comme le vendeur qui est sur la place d'Armes le samedi après-midi, qui sait qu'il va vendre beaucoup, mais qui sait que le client ne va pas forcément être fidèle et que le samedi prochain, il y aura peut-être un autre concurrent qui sera à sa place et le client, ben, indifféremment, achètera le même type de produit chez le concurrent. Voilà, on a un peu brossé les avantages et les inconvénients. Et il me reste un petit peu à évoquer 7 conseils de la part de notre cabinet conseil pour être présent sur une marketplace et réussir de son mieux à briller dans la vente en ligne par ce genre d'intermédiaire. Alors, le premier conseil, je ne vais pas le développer puisque Renaud va l'aborder en détail, hein, c'est de bien tenir compte des limites contractuelles, de bien voir ce qui est dans le contrat. C'est un contrat qu'il faut lire. Ce n'est pas un contrat, même s'il est long, qu'il faut signer les yeux fermés. Ce n'est pas comme un contrat de conditions générales utilisateur où on est un bête utilisateur, on ne prend aucune responsabilité. Ici, c'est quand même beaucoup plus sérieux. On est un vendeur professionnel et les clauses déséquilibrées, elles sont autorisées en B2B et donc il faut savoir à quoi on s'engage parce qu'on est libre évidemment de ne pas signer. Donc, lisez bien ce qui est dans le contrat. Des choses aussi élémentaires parfois que la liste des produits exclus. Je connais des e-commerçants qui n'ont pas fait attention à cela et qui après se retrouvent virés de la marketplace tout simplement parce qu'ils ont vendu un produit qui était dans la liste noire de ce qui était interdit. Alors ici, je vous montre quelques exemples, un extrait des conditions générales d'utilisation chez Amazon Service. Donc, jetez un coup d'œil régulièrement parce que ça change aussi assez fréquemment ces conditions-là. C'était le premier conseil. Deuxième conseil, évidemment, il faut être attractif, il faut essayer de se différencier des autres et il faut particulièrement bien soigner les fiches produits. Les fiches produits, on ne pourra pas faire beaucoup de fantaisie puisque on devra suivre un canevas que nous a fourni la marketplace. Sur quoi va-t-on pouvoir se différencier? Peut-être sur la qualité des photos. Montrer, être très généreux en nombre de photos, bien montrer le produit, des photos bien professionnelles, un descriptif bien détaillé, être présent dans les bonnes rubriques. Donc, par parenthèse, il faudra que vous enregistrez officiellement votre produit. Il faut obtenir un code JETIN là, pour officiellement être présent sur la plupart des marketplaces. Sans cela, vous ne pourrez pas être, entre guillemets, référencé. Troisième conseil, c'est être bien référencé sur ces marketplaces. C'est un petit peu comme Google, parce qu'on peut être référencé de façon naturelle, en ayant exploité quelques bonnes petites astuces, comme par exemple avoir un titre optimisé, 70 caractères, avec les familles de produits, la matière qui est repris dans le titre, bien penser à des listes à puces prenant les différentes caractéristiques du produit, bien décrire le produit globalement, avoir des mots-clés qui sont derrière cela. Donc ça, c'est optimisé d'un point de vue référencement naturel sur le moteur de recherche de ces marketplaces, mais vous pouvez aussi être référencé de façon payante, c'est-à-dire en payant pour être au-dessus des autres. C'est un petit peu comme dans la grande distribution, payer pour être en tête de gondole dans les rayons de Cactus, d'Auchan ou d'autres. Donc ici, vous voyez un exemple, un vendeur de boîtes aux lettres a payé pour être au-dessus des autres. Et donc, c'est une annonce qui est indiquée de façon un peu discrète, finalement, sponsorisée. Beaucoup d'acheteurs sur le marketplace ne font d'ailleurs pas attention, ne se rendent même pas compte qu'il y a des offres sponsorisées. Et donc, c'est une stratégie qu'on a conseillée à certaines sociétés qui voulaient vendre en ligne. On leur a conseillé de ne pas forcément vendre moins cher, et de profiter, de mettre par contre une partie de leur marge en payant pour être au-dessus des autres. Et donc finalement, ils ont été assez agréablement surpris, ces vendeurs-là, que c'était une stratégie qui peut être payante, puisqu'ils vendent des produits plus chers que leurs concurrents, et le vendent en quantité parce que le consommateur, il va vite faire une recherche dans le moteur de recherche, il ne va pas forcément regarder en détail les résultats, il va prendre les premiers résultats, et les premiers résultats sont sponsorisés, et il achetait finalement un produit qui aurait pu coûter moins cher s'il avait fait l'effort d'aller voir un peu plus loin dans les résultats de recherche. Donc voilà, une stratégie qui peut être testée. Quatrième conseil, maintenez une bonne réputation.
parce que c'est vraiment un élément clé de succès ou d'un succès dans la présence sur les marketplaces. Et d'ailleurs, les marketplaces, si vous commencez à avoir un trop mauvais score, vont tout simplement vous dire bah, désolé, mais on ne peut plus accueillir, on peut plus vous accueillir comme vendeur, vous êtes en dessous de notre benchmark, en dessous de notre moyenne de ce qu'on attend comme qualité au niveau du vendeur. Et pour la plupart des marketplaces, la qualité, c'est ce que le consommateur en pense. Ce n'est pas forcément la qualité réelle du service. Il n'y a pas d'enquête de satisfaction rigoureuse, scientifique. Hein, c'est plutôt le ressenti du consommateur. Et il faut vraiment être à la hauteur là-dessus pour satisfaire la clientèle et donc satisfaire la marketplace. Donc, toute une stratégie pour obtenir des avis est à développer et évidemment stimuler autant que possible que ceux qui sont satisfaits émettent un avis. Hein. Donc, attention que susciter des faux avis est un délit. Hein. Donc, on peut avoir des soucis évidemment si on va dans cette direction-là. Mais par contre, rien ne vous interdit d'avoir une stratégie pour stimuler ceux qui ont un avis positif à émettre, de l'émettre réellement. Cinquième point important, veillez malgré tout à avoir des ressources humaines suffisantes parce qu'il faudra tenir compte des retours. Il faudra peut-être bien tenir compte de tous les éléments de douane, de TVA quand vous vendez à l'international. Et il faudra aussi voir comment vous allez assurer la logistique. Donc, certaines marketplaces n'assurent pas du tout ce service-là, donc vous devrez le faire vous-même. Et puis, il y en a d'autres qui le proposent. Et j'ai presque tendance à vous dire que c'est souvent un bon choix de faire appel à la marketplace aussi pour la logistique, parce qu'elle est en général bien organisée pour le faire cela, qu'évidemment, elle ne pourra pas nous virer si le service n'est pas à la hauteur. Par contre, si c'est nous qui devrons le faire et qu'on n'est pas à la hauteur, ben là, ça sera évidemment un prétexte facile pour dire bah, désolé, on ne peut plus continuer à travailler avec vous, votre qualité au niveau logistique est insuffisante, il y a trop de consommateurs qui se plaignent. Donc, sous-traiter est souvent la bonne formule, sauf si, évidemment, on a une très bonne organisation pour le faire. Alors, on a parlé d'Amazon, difficile de ne pas évoquer, évidemment, le service Fulfillment by Amazon, qui est un service plutôt très performant. On voit ici, vous voyez ici les principaux points d'installation des centres de fulfillment, donc de logistique d'Amazon. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans ces centres-là? Ils réceptionnent les produits de vos fournisseurs, ils vont les stocker, et dès qu'il y a une commande, ils vont faire le picking, ils vont donc aller chercher les produits dans les rayons, c'est en bonne partie automatisé, il y a une partie qui est, surtout le rangement est automatisé, puis ils vont rassembler les produits, ils vont les expédier avec le partenaire logistique tiers éventuellement qu'ils ont. Il y a un nouveau centre qui va s'installer à Metz. Il est en train d'être, la construction vient d'être lancée au sud de Metz et qui va être dédié au marché, notamment au marché luxembourgeois. Donc, il faut s'attendre encore à une vitesse supérieure d'Amazon sur le marché luxembourgeois. Et ce centre-là est aussi amené à desservir une partie de la Belgique et une grosse partie de l'Est de la France. Sinon, la plupart des commandes sont préparées près de Douai, entre Douai et Lille, ou à Amiens. C'est les deux principaux centres qui desservent ça. Et puis, ceux qui commandent du côté .de, eux sont desservis la plupart du temps à partir de Karlsruhe. Ou de Koblenz, pardon, il y a Koblenz aussi. Il y a un petit simulateur de coût qui vous permet de savoir quel est le coût que ici Amazon va vous facturer pour le service. Ici, j'ai fait une petite simulation sur base d'un colis standard, vous voyez, d'1 kilo. Et Amazon demande pour une vente qui se fait sur Amazon.fr, vous voyez, 5,16 € par envoi, plus des frais de stockage qui varient selon les saisons et qui, vous voyez, sont de l'ordre d'une trentaine d'euros par mètre cube de stockage. Donc ça, c'est le service qui est proposé par Amazon si on lui confie ce travail-là. Attention que l'approvisionnement des centres d'Amazon est à votre charge en plus. Donc, ça appartient à vous de demander à vos fournisseurs ou vous-même d'affréter un camion pour que le centre soit desservi. Une fois qu'il est desservi, après,
Amazon prend ça en main. Donc Amazon, c'est 5 grandes zones géographiques pour l'instant, une sixième qui est en train d'être opérationnelle aux Pays-Bas et une septième en Pologne, si je ne me trompe pas au niveau du timing actuel. En tout cas, il y a 5 grandes zones des services, donc vous pouvez faire appel à Amazon en mettant tous vos produits, par exemple, à Douai et demander à Amazon de répartir le stock dans d'autres endroits si vous avez réellement développé une vente, par exemple, au Royaume-Uni. Je pense que Guillaume vous parlera peut-être un peu plus en détail encore de ces aspects-là. Sixième conseil, utilisez les outils pour bien gérer votre présence sur le marketplace. On en parlera lors des témoignages. Il y a des outils qui peuvent faciliter la gestion de l'inventaire, la gestion des références sur les différentes marketplaces, gérer le service après-vente aussi. Donc, surtout si vous êtes présent sur plusieurs marketplaces, ça peut être utile, ces outils-là, qui vont synchroniser votre catalogue, votre ERP, par exemple, votre outil interne avec ces marketplaces. Il y a des outils qui permettent aussi de faciliter et d'améliorer le référencement. Et puis, globalement, je vais vous dire, établissez une stratégie judicieuse à court terme et parfois aussi à long terme par rapport à une présence sur le marketplace. Donc, ça peut être dans une stratégie de tester votre marché international. Vous demandez ce que vos produits vont pouvoir marcher en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, avant de développer vraiment une stratégie détaillée là-dessus, d'avoir votre propre site dans ces langues-là. Pourquoi ne pas tester l'appétence de la clientèle dans ces régions-là avec une présence sur le marketplace. Ça peut être aussi très intéressant pour vous débarrasser de fin de série. Vous avez trop de stock, et un stock sur lequel vous faites pas mal de marge, ça peut être intéressant de liquider ce stock-là rapidement sur une marketplace. Ça peut être intéressant, si vous êtes fabricant, de mettre une gamme de vos produits sur le marketplace et de tester. Voilà, donc en résumé, la plupart du temps, être présent sur le marketplace, c'est une solution à bien prendre en considération, surtout si vous voulez vous développer à l'étranger, et surtout si vous n'avez pas des ressources humaines très importantes. Donc, parfait pour tester un marché, parfait pour exporter rapidement, parfait pour doper rapidement vos ventes aussi, comme je le disais, pour liquider des stocks, par exemple. Par contre, si vous voulez conserver une expérience de marque, que les clients se rappellent de vous, dites-vous que ce n'est peut-être pas le canal le plus facile, évidemment, pour cela. Et je vous déconseille de mettre toute votre gamme de produits sur des marketplaces. C'est souvent intéressant de se garder un joker, se garder des produits sur lesquels vous voulez vous différencier de la concurrence et de les vendre peut-être sur votre propre site uniquement. Voilà, j'ai essayé de vous donner en 25 minutes le maximum d'informations par rapport à notre expérience et des accompagnements que nous avons faits au sein du cabinet conseil Retis. Il y a toute une série de ressources que je vous mets à votre disposition. Donc, en tant que participant à l'e-forum, vous pourrez accéder aussi au téléchargement des diapositives et donc retourner sur certaines références. Notamment ici, je vous donne des liens pour accéder à des guides pratiques. Vous pourrez les consulter tranquillement après avoir téléchargé ces diaporamas. On a un dossier pratique sur le site, sur le site belge de Retis, retis.be/plateforme-e-commerce. Là, vous pourrez consulter un dossier là-dessus qui détaille un peu les stratégies qu'on peut avoir et les différents types de plateformes d'e-commerce. Et je ne pourrais pas terminer sans vous signaler une aide publique qui est au niveau du gouvernement luxembourgeois, qui s'appelle Fit for Digital. Donc, le ministère de l'économie accorde pour l'instant la possibilité de faire appel à un consultant agréé pendant 6 jours pour un audit complètement gratuit de votre stratégie en ligne. Et donc, ça peut être, vous pouvez faire appel à cette aide publique pour être conseillé par un cabinet de conseil comme le nôtre, qui est vraiment spécialisé dans la matière et qui est agréé. Et donc, vous n'avez aucun coût puisque les 5 000 € d'intervention sont pris en charge par le ministère de l'économie. Vous recevez un voucher qui vous permet d'être remboursé du montant de la consultation.
Donc, c'est 100% d'aide pour l'analyse et c'est aussi une aide de 50% pour de la consultance pour la suite de l'intervention. Donc, c'est vraiment une aide intéressante qui est réservée aux PME qui sont situées au Luxembourg. Voilà, j'en ai terminé pour ce brossage enfin, ce panorama avec les avantages et inconvénients et ce qui m'a semblé être les principaux conseils et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et avec les autres intervenants qui auront peut-être aussi d'autres conseils à vous apporter.